Bonjour tout le monde. Alors Emmanuel va arriver bientôt, ce sera pas très long. Monter la petite caméra. Tout va bien aller. Alors bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, aucun message pour l'instant. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien, Emmanuel. Félicitations, on a réussi. On a eu des petits On a problèmes techniques. réussi. On a eu des petits problèmes techniques, mais c'est réussi. Bon, parfait. On va commencer quand il va être midi. Hein. Ben, il ne doit pas être midi bientôt. Hein. Super. Les gens sont en train de se connecter. C'est ça. Je ne sais pas ici. C'est la première fois que j'utilise cette plateforme-là. Oui, c'est une plateforme européenne que j'ai commencé à utiliser l'année passée, mais depuis l'année passée, il y a eu beaucoup d'améliorations dans plein d'autres plateformes. OK. Début d'année prochaine, on va probablement tout switcher sur une autre plateforme. Hein. OK. Elle était bien celle-là l'année passée, mais là, l'évolution aujourd'hui des choses, c'est très rapide. Il y a Oui, plein c'est ça. Super. Bon, ben l'important, c'est qu'on est connecté parce que là, c'est ça, là, je me posais des questions, mais je suis bien contente. L'important, c'est qu'on est là. Super. Parfait. Bon, ben, je t'entends en écho. Est-ce que tu auras des écouteurs parce que je t'entends en écho? Attends une minute, peut-être que j'ai. Non, j'aurais pas d'écouteurs. Non. C'est peut-être de mon côté, je vais vérifier. Oui, parce que j'ai jamais d'écouteurs, puis d'habitude, on m'entend comme il faut. Alors, parle-moi. Est-ce que tu m'entends comme il faut? C'est parfait. C'est l'écho de mon côté. Alors, c'est parfait. Bon, mais on va commencer. Ben, je vais te présenter, Emmanuel. Alors, on commence-tu par les blagues tout de suite? Non? Oh, Bon. comme tu veux, moi je te suis, hein? Ah ben moi j'ai rencontré Emmanuel sur le bord d'une piscine. Oui. C'était au Mexique, je crois. Hein? Voilà. Oui, en plein ça. Premier voyage que j'ai fait à la Semaine des entrepreneurs. Alors ben aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuelle Serra, qui est consultante. Elle joue un rôle de chef d'orchestre pour aider les entreprises en construction à bien s'entourer. Alors, son grand sens de l'écoute et ses connaissances de l'écosystème, c'est toi que j'entends. Du système entrepreneurial, j'entends l'écho chez toi, ma chère. Entrepreneur de l'écosystème entrepreneurial du domaine de la construction, lui permettent de bien outiller les entreprises, de les orienter vers les ressources essentielles à leur succès. Étant un leader inspirant et axé sur les résultats et les bénéfices des entreprises, la liste de bonnes nouvelles dépasse rapidement celle des mauvaises pour votre entreprise. Alors, agissez avec les racines du problème et propulsez votre équipe. Les bonnes pour faire de la productivité, le sentiment d'appartenance dans les entreprises, l'automatisation, la normalisation. Puis par sa participation et sa détermination, ben, Emmanuel, quand il y a eu le début de la crise du COVID, elle a créé un groupe qui s'appelle Ensemble pour la construction. Et je t'avoue, là, vraiment, tu as fait une super belle job pour rassembler la communauté en construction. Fait que je te félicite. Alors d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir la page Facebook qui s'appelle Ensemble pour la construction. Ben, bienvenue, Emmanuel. Je suis super content que tu sois là. Ben, merci, Jacques, à toi de m'avoir invité. Écoute, je suis super contente d'être là avec vous autres aujourd'hui pour vous aider, vous apporter des outils, puis probablement régler une partie de vos problèmes. Ben, j'espère parce que les flips immobiliers puis tout ce qui entoure les lois, les normes et tout ça, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Là. On va pas parler de comment trouver un flip puis l'optimiser pour ensuite le revendre. Mais par contre, on va parler de qu'est-ce que ça implique lorsqu'on achète une propriété puis qu'on veut faire de la réno dedans. C'est ça, parce que trouver un flip, comme tu dis, bon, ça, il y a d'autres experts, il y a toi, il y a plein d'autres écoles là, qui s'occupent de ça. Par contre, souvent, la partie qui est négligée, autant en construction qu'en immobilier, c'est la même affaire. C'est tout ce qui vient au niveau de la gestion administrative, légale, finance, parce qu'on se dit que c'est des coûts qu'on n'a pas besoin puis qu'on veut mettre de côté.
on se dit souvent que c'est pas essentiel, puis que c'est notre cost job, hein? Combien ça va coûter faire mon flip, combien en peinture, combien en gypsy, tout ça pour l'optimiser. Mais imaginez-vous recevoir une hypothèque légale sur l'immeuble que vous venez d'acheter pour le convertir ou pour faire un flip avec. Hein? Imaginez-vous. Il y en a c'est pas drôle. C'est parce que souvent, on apprend à nos dépens. Fait que c'est quand on la reçoit que là, on voit l'impact. Hein? Probablement avec l'expérience que tu as. Jacques, tu sais c'est quoi une hypothèque légale? Ben, en fait, j'en ai déjà eu une. En fait, ma conjointe en a déjà eu une. On avait embauché une entreprise pour refaire les balcons et les escaliers en arrière de la maison. Tu sais. Et à une époque, il y avait des hangars puis des vieux balcons sur le plateau Mont-Royal que on avait embauché une entreprise pour le faire. Mais nous, on avait retenu à la fin des fonds parce que l'entreprise n'avait pas fait ses travaux au complet. Là. Puis là, on nous a collé une hypothèque légale. Là. Puis là, ben, c'est là que ça devient plate parce que c'est sûr qu'il y a une chance que tu n'avais pas tout payé, tout ça, sauf qu'après, c'est le banquier. Puis là, c'est un paquet de problématiques, puis ça laisse une trace au registre des fonciers. Ça paraît, fait que ça démontre aussi des fois si t'es pas un bon gestionnaire. Ça veut je te dis pas que t'étais pas un bon gestionnaire, genre. Ça démontre des fois, ça laisse des traces. Ça reste toujours. L'hypothèque est là. Fait que le banquier, quand tu refinances, il voit tout ça. Fait qu'il va te poser des questions. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est des problèmes qui sont mis de l'avant, qui n'ont pas besoin nécessairement d'être mis dans l'équation. Puis, Effectivement. il y a des façons de gérer ça, hein? Par des simples documents, par des simples vérifications, des trucs, des astuces que, comme toi, quand tu parles de comment dénicher un flip, comment, ben, tu as une façon de faire. Puis, une hypothèque légale, on peut être à l'abri de ça en faisant des contrats, demandant des quittances sur paiement. Il faut que vous vous backez à même quand vous donnez vos contrats. Donc, quand on part un projet de rénovation, on fait un flip, bon, ben là, on se pose la question par où qu'on commence. OK, on se fait un échéancier, on se dit, bon, ben c'est quoi mes cadres de métier? Puis souvent, ça va à la va-vite, hein? Dans la construction, comme dans l'immobilier, c'est toujours pour hier. On commence, on a un dé, il faut se grouiller, on veut l'optimiser, on veut rentabiliser le plus vite possible les coûts, puis augmenter nos bails, puis tout ça, puis on a un échéancier serré, puis comme je vous ai dit, cette partie-là est négligée, mais elle est essentielle. Parce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé, hein? Comme là, je vous ai demandé l'hypothèque légale, mais en plus de l'hypothèque légale, d'avoir un sous-traitant à qui vous avez donné la job, parce qu'il y en a qui le font par eux autres mêmes, mais quand vous avez des plus gros projets, vous donnez un contrat à un sous-traitant. Vous lui dites, OK, tu viens faire ça, tu sais, viens finir le mur, viens peinturer, remonte le gyps, prépare-moi tout ça, j'ai besoin de ça pour vendredi. Puis finalement, il y a des dépassements de budget, tu arrives avec des extras ou il finit pas à temps. Fait que là, ça vient tout chambarder, votre projet de flip puis votre argent que vous aviez prévu, hein, parce que le temps, c'est de l'argent. Fait que c'est là que ça devient nécessaire d'avoir un minimum. On parle pas d'avoir un contrat de 50 pages, puis ça nous tente pas. On aime ça simple, léger et facile. Hein? On n'a pas le temps, personne, mais on est capable de quand même se protéger en tant qu'investisseur de ce que vous faites, parce que si vous investissez dans un flip pour faire de l'argent, il ne faut pas que ça revire au flop. C'est pas juste sur la gestion du chantier que ça peut devenir un flop. C'est au niveau de l'administration, des finances, puis du côté légal. Vos obligations aussi avec le gouvernement, tu sais. Écoute, j'ai des histoires à vous raconter que j'ai vues, des histoires d'horreur, là, tu sais, parce que ça fait quand même 25 ans que je suis dans la construction. Puis, que ça soit en construction
ou en immobilier, c'est connexe, hein? Genre qu'on se le cachera pas. J'ai jamais travaillé pour une compagnie de gestion immobilière, mais quand j'ai fait de la construction, ben veux pas, c'est de l'immobilier que ça soit une bâtisse commerciale ou résidentielle. Dès qu'on parle de licence RBQ, on devient dans une compagnie qui fait de la gestion de construction. Ben, avant qu'on va aller dans les... Je m'entends, ça n'a pas de sens, Emmanuel. Ouais. Je sais pas si c'est ma ventilation. Non, c'est moi que je m'entends après. Alors, c'est juste pour la vidéo, pour le bénéfice de tous, là, c'est un petit peu... ça prend beaucoup d'espace. Alors, là, OK, dis-moi, fais juste me dire, là, présentement, je vais fermer mon micro, puis dis-moi si tu entends. Je ne m'entends pas, là, c'est parfait. Parfait. Super. Toi, tu m'entends? C'est parfait? C'est parfait comme ça. On va laisser ça comme ça. Yeah! Excusez-nous, avant, on n'a pas eu le temps vraiment de se setter. On a eu des petits problèmes de connexion, puis je suis désolé, mais là, ça va bien. Hey, Emmanuel, tu sais, il y a une chose qui est importante, c'est quand nous autres, on est des prospecteurs, puis qu'on trouve une propriété, puis on l'achète, là, à partir du moment qu'on a une hypothèque légale, là, c'est vraiment un casse-tête là, pour les investisseurs, parce que les banques, elles vont pas refinancer lorsqu'on a une hypothèque légale. Elles vont demander qu'on la règle avant. Alors, quand on commence, moi je suis prêteur privé, Emmanuel, là, puis quand les gens viennent me voir pour faire du flip avec des rénovations, là, ben, moi, j'ai toujours un petit peu peur parce que je me dis tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des dépassements de coûts? Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'aussi on pourra avoir des hypothèques légales qui sont installées par les entreprises en construction? Puis moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je sais que mes clients ne seront pas capables de refinancer après. Il va falloir que moi, je redébourse de l'argent pour clairer cette hypothèque légale-là. Mais concrètement, là, moi, là, comme investisseur, là, comment je peux me protéger? Là? Je suis de bonne foi, je veux payer mes travaux, il y a des dépassements de coûts, ou il y a l'entrepreneur, il me colle une hypothèque légale. Comment je peux me protéger de ça, en fait? Comment que tu peux te protéger par expérience que j'ai faite avec le temps dans mes façons de faire? C'est à la base, ça prend un contrat pour une définition de ce qui s'est entendu, hein, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, on connaît cette maxime-là, donc ça prend un contrat entre qui et qui, hein, entre la compagnie à numéro, votre holding, peu importe, ça prend un contrat type avec la nature des travaux. Ça prend aussi, c'est quoi l'adresse, hein? C'est pas juste, ça prend l'adresse où que l'immeuble, vous allez exécuter les travaux. Puis c'est quoi la portée? Qu'est-ce que vous demandez? Donc, si c'est pour démolir, ben parfait. Démolir quoi? Tu sais, pas juste de démolir l'intérieur, ben c'est parce que c'est quoi l'intérieur? On ramène ça au base building? Est-ce que l'amiante est compris, est pas compris? Est-ce qu'il y a de l'échantillonnage à faire? Tout ça, ça doit être défini avec des termes de paiement clairs. Souvent, c'est pas écrit. Fait que là, c'est le code civil qui va s'appliquer, bien évidemment. Moi, je suis pas là avocate. Je vous donne ce que mon expérience, mon savoir que j'ai appris, mais j'ai travaillé avec des avocats, puis j'ai beaucoup d'expérience pour prendre de l'avant puis être capable de m'avancer sur ce que je vous dis. Par contre, c'est ça, ça prend un contexte dans le contrat avec vos termes de paiement. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un différend? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des dépassements de coûts? C'est quoi tu sais, tout de suite, vous vous entendez, c'est comme un mariage. Souvent, ils nous recommandent de préparer notre divorce avant le mariage. C'est la même affaire. Puis, si vous avez une cédule aussi, date de début, date de fin, si vous voulez qu'il livre ça pour vendredi, puis vous le mettez pas, ben il y a le bénéfice du doute de dire, ben regarde, là, je t'avais dit que je ferais mon possible, mais finalement, je l'ai pas fait. Puis, il y a aussi des entrepreneurs qui peuvent, des fois, jouer avec ça, dire, ben si tu me payes pas, je vais prendre une hypothèque, fait que vous êtes comme pogné dans les taux. Mais à la banque, la première affaire, c'est de faire un contrat. Ensuite, un contrat, on prend ça où? On fait ça comment? Ça, un contrat, on prend ça où? Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais avoir quelque chose là, dans ma trousse là, que je vais vouloir
vous Ben, tu nous as apportez préparé, comme ça. en fait, tu nous as préparé une trousse, là, moi, je m'entends encore, là. On a préparé une trousse, là, tu as préparé une trousse pour que les investisseurs, ben, ils se fassent pas coincer, là. Parce que plus on est préparé, ben, moins on a de chance d'arriver dans des conflits, parce que ces conflits-là, eh bien, ils arrivent souvent parce que on n'a pas été clair. Alors, c'est important d'avoir un contrat clair. C'est ça. C'est sûr que bon, il y a toujours les avocats, tout ça, sauf qu'à un moment donné, on se dit en tant que compagnie, ben là, j'essaie de faire mon argent. Si en plus, il faut que je paye un avocat pour avoir mes contrats, il faut que je paye un comptable pour ci, pour ça, c'est que les coûts, ça va vite. Donc, ce que moi, dans ma trousse que je vais vous proposer tantôt, c'est un modèle bien simple que je fais mon quotidien avec. Donc, il faut être préparé, ça prend un contrat avec les bonnes informations. Par la suite aussi, quand on donne des chèques là, ou un virement, là, souvent on va dire envoie-moi ça par courriel, là, transfère-moi 5 000, donne-moi un dépôt, commence. Ben, tout ça, ça fait que vous devez avoir des quittances, des quittances partielles avec, puis dessus des quittances, ben vous devez marquer la valeur du contrat, la valeur des extras. Fait que ça vous donne des pièces justificatives pour tout de suite régler le problème à la racine si jamais vous devez aller plus loin puis vous apportez ça à votre avocat, ben, il va dire « Wow, ton dossier il est bien préparé », puis l'autre, ben, je pense pas qu'on va aller en cours parce que vous pouvez régler ça à l'amiable si vous avez déjà la base puis vous êtes bien préparé. Donc, le contrat, après, quand il va exécuter, bien là, c'est sûr, s'il exécute puis il est tout croche puis vous n'avez pas payé, bien là, vous avez encore quand même l'argent. Ensuite, vous avez la quittance de paiement. C'est sûr que tout dépendamment de la grosseur du contrat, si c'est une personne qui a un contrat à 1000 $, on ne commence pas à faire un contrat. Il y a c'est à vous autres en tant que gestionnaire, qu'homme d'affaires ou femme d'affaires à prendre la décision. Des fois, vous avez des deals, ça vaut 20 000, vous l'avez à 5 000, mais le gars ne veut pas vous l'écœurer en lui demandant des quittances, mais c'est à vous autres à évaluer le risque. Hein? C'est comme quand vous faites un flip, vous savez que vous l'achetez sans garantie, mais vous le payez moins cher, mais c'est tout ça à évaluer. Puis, il y a aussi les obligations, parce qu'en étant entrepreneur, dès que vous avez votre licence, une compagnie, puis que vous faites un flip, puis que vous faites de la business avec ça, il y a des lettres de conformité que le sous-traitant aussi, il n'y a pas juste l'hypothèque légale que vous pouvez être tenu responsable. L'hypothèque légale, c'est un problème qui peut arriver. Il y a aussi l'hypothèque légale de l'autre en dessous, hein, parce que tu peux donner une job à un gars, un plombier, ça peut être son fournisseur qui te dénonce. Puis toi, tu payes le gars, tu fais tout, mais tu ne demandes pas la quittance de son fournisseur. On va faire une petite pause là-dessus parce que dans le son, j'entends encore mon son. Ouais, je me coupe. S'il te plaît. Alors, c'est important ici qu'on parle, on peut avoir pris un contrat avec un fournisseur A, là, un contracteur A, puis lui, il peut utiliser des sous-contractants là, en dessous. Puis les sous-contractants, eux autres aussi, ils peuvent nous mettre une hypothèque légale. Là. Mais il y a une procédure pour ça. Je pense je la connais pas bien, mais je pense qu'il faut qu'il la dénonce, puis il doit avoir quelque chose à faire là ici. Là. Comment on se protège de ça encore? Ben là, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut, quand vous recevez de la documentation, une dénonciation de contrat une dénonciation, qu'est-ce que c'est? C'est un fournisseur ou de services ou un sous-traitant, quelqu'un qui a des services ou des produits qui est relié à votre bâtisse. Donc, lui, il va dénoncer au propriétaire de l'immeuble, de la bâtisse, pour dire qu'il y a eu un contrat d'un montant X par le sous-traitant en question. Puis, si vous devenez responsable de la dette, si vous ne demandez pas une quittance à votre fournisseur principal. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous faites un contrat en bonne et due forme à votre plombier qui fait toute votre plomberie, puis il s'occupe de fournir puis d'installer tout ce qui est nécessaire. Fait que vous faites un contrat, tout est beau.
il commence les travaux, puis lui, ben, il y a un fournisseur qui lui donne tout le stock. Fait qu'entre-temps, vous recevez la dénonciation de contrat chez vous ou par la poste, whatever. Puis là, vous allez chercher ça parce que là, vous accusez réception comme quoi vous l'avez été la chercher. Puis, ça vous dit dessus que Plomberie X, il a donné le contrat pour fournir les matériaux pour les travaux qui sont en train de faire chez vous pour une valeur de X. Donc, votre rôle en tant que gestionnaire d'une compagnie de construction, c'est de demander une quittance à toutes les fois que vous allez payer Plomberie X. Si vous ne demandez pas la quittance de son fournisseur, que vous l'avez payé, vous allez être responsable de leur payer une deuxième fois si la plomberie X n'a pas payé le fournisseur de plomberie. Donc, c'est sûr qu'il y a des délais, il y a des lois, il y a tout le système juridique, les lois qui entourent ça, mais je vous donne en résumé là, les grandes lignes. Quand vous donnez votre contrat, vous vous assurez que si vous avez eu des dénonciations de contrat, de demander les quittances de son fournisseur ou de son sous-traitant, parce que ça peut arriver que vous donnez la job à Plomberie X, il n'y a plus de main-d'œuvre pour finir votre job, il va donner une partie, il va louer d'autres sous-traitants, puis cette personne-là, c'est sûr, il faut qu'elle vous dénonce. Mais j'ai déjà vu des cas où que le fournisseur ou le sous-traitant avait pas dénoncé, mais qui ont pris quand même une hypothèque légale. C'est sûr que ça vaut rien en cours, mais ça met quand même de la pression. C'est pour ça que c'est important de bien gérer dès le départ, que vous vous assurez quand il y a des travaux, qui est sur vos chantiers, qu'est-ce qui se passe. Comme ça, à un moment donné, tu dis, me semble, je viens de voir des matériaux, hey, donne-moi donc une quittance. Même si vous n'avez pas eu de dénonciation, vous pourriez prendre un avance. Tu sais, on parle des jobs, là, mettons, de 20, 25, 30. C'est sûr que vous avez une affaire à 1000 $, mais là, tu sais, c'est une autre affaire, là, tu sais. Vous comprenez? Bien sûr. Puis nous, là, comme investisseurs, est-ce qu'on a le droit de faire des travaux dans la maison? Puis si oui, c'est quoi les barèmes si on a le droit de faire? Est-ce que j'ai le droit de peinturer? Est-ce que j'ai le droit de changer la salle, la toilette, la salle de bain? Est-ce qu'il y a un minimum de choses que je peux faire comme propriétaire? Ben là, dès que c'est ça, je vais sur toute réserve, mais vous pouvez aller voir sur le site de la RBQ, mais de mémoire, ce que je me souviens, c'est que dès qu'il y a personne qui habite l'immeuble, donc, ou que c'est un agrandissement, un deuxième étage ou un garage, tu peux pas le faire. Tu dois être assujetti, tu es obligé d'avoir ta licence, d'avoir tes cartes CCQ, puis tout ça. Par contre, si c'est pour chez toi, puis que tu habites là, mais faut qu'il y a la loi, il faut que tu restes 1 an, parce qu'il faut pas que ça soit une business. Dès qu'il y a une business, tu es assujetti par la Régie du bâtiment du Québec, puis la Commission de la construction du Québec s'il y a des employés. Donc, on va inviter les gens à aller consulter cette section-là dans la Régie du bâtiment du Québec. Parfait. Ensuite, quel autre sujet? Ce que aussi qui est le fun, là, puis il y a plein de sujets, mais si on reste dans la même suite d'idées de sous-traitants, parce que les investisseurs qui sont là aujourd'hui, genre, c'est des gens qui vont donner des contrats, que ce soit 1000 ou 25 000 ou 100 000, tout dépendamment de la grosseur de leur flip, ou qui vont optimiser parce que, bon, un flip, on peut le voir de plusieurs façons, mais si on optimise, peu importe, c'est que en tant que gestionnaire de votre entreprise, hein, vous avez des obligations. Fait que là, on a parlé de l'hypothèque légale, que ça peut revenir contre vous, mais il n'y a pas juste les sous-traitants et les fournisseurs qui peuvent revenir contre vous. Ah oui, il y a qui d'autre? J'ai intéressé à savoir qui d'autre. Il y a notre fameux Revenu Québec, parce que maintenant, on a l'attestation de MRQ, on est obligé, tous les jobs en haut de 25 000 $, vous devez vous assurer que d'obtenir l'attestation d'MRQ. C'est quoi la MRQ? Excuse-moi, C'est l'attestation du ministère du Revenu Québec. Okay. C'est pour
lui, le fournisseur ou le sous-traitant pas le fournisseur, le sous-traitant doit démontrer qu'il est conforme avec Revenu Québec. Donc, si je peux vous dire pourquoi cette loi-là est arrivée, parce qu'on a vu la commission Charbonneau, on a vu plein de choses dans les années passées pour la construction, c'est que les sous-traitants ne payaient pas le TPS-TVQ ou le DAS, puis il y a eu des coquilles vides, puis tout ça. Puis là, le gouvernement s'est rendu compte qu'il perdait beaucoup parce que les autres, le temps qu'ils fassent des vérifications, ça lui prenait entre 1 an et demi et 2 ans avant de se rendre compte qu'une entreprise n'était pas conforme. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une attestation qui doit être revalidée à tous les 3 mois. Ça veut dire que le pire qu'ils peuvent perdre, le gouvernement, c'est 3 mois. Fait que si un sous-traitant n'est pas conforme pendant 3 mois, il n'y aura pas son attestation. Puis vous, s'il n'y a pas son attestation, ben vous ne le payez pas. Ça devient comme tantôt dans le contrat que je vous disais, on prend un contrat, on le paye, on lui demande la quittance. Mais là, il demanderait la quittance de son sous-traitant ou son fournisseur de matériaux. Puis là, on lui demanderait en plus, si c'est un contrat de plus de 25 000, on lui demanderait son attestation de Revenu Québec parce que vu que vous avez donné un contrat, vous devenez responsable de ces TPS, TVQ non payés. Que là, dans la trousse que tu nous as préparée, ben on a tout ça, là. Oui, il y a tout ça. Dans la trousse que je vous ai préparée, dans le fond, c'est résumé tout ce que une entreprise doit savoir pour se protéger, pour réduire ses risques. Au niveau des finances, pas au niveau de gérer un chantier. Il y en a un peu, mais c'est pas au niveau, est-ce que ça vaut 5$ le pied carré ou 4$ le pied carré peinturé? C'est pas ça. C'est vraiment comment gérer une entreprise puis de réduire les risques aux propriétaires, comment se couvrir, là. Tu sais, c'est comment se couvrir. C'est en plein ça. Comment se couvrir? Mais pas se découvrir. Mais en achetant la trousse, on va découvrir plein d'affaires, je pense. C'est en plein ça, j'avoue. C'est super. Un autre des sujets que tu voulais nous parler, Emmanuel, c'était les principales, excuse-moi, les clés principales de la rentabilité d'un flip. Qu'est-ce que c'est que ça, la clé principale de la rentabilité d'un flip? Ben, la clé principale, c'est la planification. Ça, c'est dans n'importe quoi. Là, c'est sûr que dans un flip, oui, ça l'est parce que on optimise dès le départ. Si vous êtes toujours en mode réaction, ben là, des fois, on fait juste éteindre des feux, puis des fois, soit qu'on prend pas les bonnes décisions ou que on est pogné avec des problèmes qui peuvent s'aggraver en cours de route. Mais la clé principale en affaires, pas juste en flip, en affaires, c'est la planification. L'argent se fait dans la planification. Quand vous faites votre flip et que vous préparez d'avance votre budget, dire OK, même avant de l'acheter, vous le faites à votre due diligence, vous vous dites OK, moi si j'achète ça, j'optimise ça de même, ça va me coûter tant. Mais si vous le faites pas, vous dites on achète ça, puis on verra combien que ça coûtera. Finalement, c'est des dépassements de coûts, puis ça devient un flop. Donc, c'est la base, hein? C'est ça que tu dois enseigner. Genre, dans tes cours, qu'une bonne préparation, une bonne prospection fait un bon résultat. Mais une bonne gestion, une bonne planification d'avance, ça fait que l'exécution ça se fait facilement. Puis que si vous êtes plus que si vous êtes 2, 3 dans votre équipe, ben ça permet en la planification de bien diriger votre équipe, votre chargé de projet, vos intentions, ce que vous vous attendez aussi comme résultat, parce que souvent, c'est OK, let's go, fais ci, fais ça, ça va vite. Il y a toujours, puis là, on dirait que ça fait toujours discipline, on est toujours dans un boule de neige. Fait que si vous voulez être rentable, c'est sûr que il y a toujours il n'y a pas toujours, mais il y a souvent des imprévus. C'est comme ça, la construction, l'immobilier, il y a des conditions de chantier, mais si vous êtes planifié, écrit, écoutez, je vous le dis, ça va être l'excellence, ça va être le succès. Effectivement.
Mais en fait, la planification, ben, c'est le succès dans tout, là, que si vous planifiez votre vie, si vous planifiez vos projets, ben vous allez être prêt quand il va arriver, même s'il arrive des imprévus, au moins il y en aura moins, ils seront moins gros, puis vous allez être prêt. Mais les bons investisseurs, là, ceux qui sont des investisseurs prospères, ben, c'est ce qu'ils font justement, là. Ils se préparent, ils font un plan, ils font le calcul, puis ils se mettent à l'abri de tous les petits problèmes là, ou les gros problèmes qui pourraient les frapper. Et ça en enlève beaucoup, beaucoup de stress dans le futur et ça en enlève aussi beaucoup d'anxiété. Alors, c'est super important là, que tous les investisseurs, là, vous soyez prêts quand vous faites quelque chose, là, que vous ayez les bonnes connaissances, les bons outils. Puis là, Emmanuel Trousse pour ça, que vous soyez accompagné avec les bons professionnels, c'est la seule façon de réussir, c'est d'être prêt. C'est un peu comme un athlète là, qui veut partir puis qui veut faire sa course de 100 mètres. Ben, il se prépare, il s'organise, il visualise les choses, puis quand il se met dans le starting block puis que le coup de fusil se donne, ben bang, il part, puis là, il n'y a plus d'autre chose à penser, puis la course se fait. Et puis là, ce que je constate aussi chez beaucoup d'investisseurs, ben, c'est que ils vont faire beaucoup d'analyses, mais peut-être pas les bonnes choses, peut-être pas de la bonne façon. Mais quand on a les bons outils, qu'on fait bien son analyse, ben, on n'est pas paralysé, là. On peut tout de suite passer à l'action. Alors, je vous recommande à tout le monde, puis ça, c'est mon leitmotiv, c'est ce que je dis tout le temps. Préparez-vous. Apprenez une chose à chaque jour. Si vous êtes ambitieux, apprenez-en plusieurs. Puis à la fin de l'année, vous allez savoir beaucoup de choses. Et je vous félicite encore d'être ici aujourd'hui, puis d'écouter Emmanuel parce qu'elle vous donne vraiment des conseils là, qui sont extraordinaires. Préparez-vous, ayez les bons documents, soyez assurés d'avoir les bons professionnels autour de vous, puis les choses vont bien se passer. Planifier, c'est la clé du succès d'un bon prospecteur. Oui, en plein ça, Jacques. Puis imaginez-vous là, de vous coucher le soir, puis vous avez la tête tranquille, vous pensez, vous le savez que vous êtes protégé, vous savez que vous êtes en maîtrise, vous savez, comme on parle, Jacques, c'est que c'est bien planifié, vous êtes en maîtrise. Il y a un événement qui arrive, c'est pas grave, vous êtes en maîtrise, vous savez que vous avez le contrat, vous savez que vous avez votre quittance, vous savez que vous avez fait vos devoirs, vous avez fait vos devoirs. Donc, c'est là qui devient le succès, là, je vous le dis, là. Ça fait 27 ans que j'ai travaillé pour plusieurs types d'entreprises, des petites, des moyennes, des grosses. Puis, ça revient tout aux mêmes affaires. Ça vient tout à la même... que ça soit une compagnie qui a 100 000 de chiffre d'affaires, 1 million, 10 millions, l'argent est dans la planification. Et puis moi, comme prêteur privé, si tu m'arrives avec un projet puis t'as pas planifié tes affaires, moi, ça m'intéressera pas parce que ça va me faire peur. Parce que je pense qu'il y a la plupart je sais pas s'il en existe beaucoup, là, mais des projets de rénovation, là, surtout quand tu rénoves de l'ancien, là, puis qu'il n'y a pas de surprise, là, c'est extrêmement rare. Moi, j'en ai toujours eu des surprises. Alors, je planifie, j'essaie d'en mettre un peu plus, puis en plus, je me mets un buffer supplémentaire que s'il arrive des pépins, ben ça va pas être comme une fusée, là, puis partir dans les airs, puis tout exploser, là. Fait que, planifier, c'est super important, puis assurez-vous de bien vous faire conseiller. Vous pouvez demander des estimations, après ça, des recommandations aussi des entrepreneurs. Puis aussi d'aller vérifier s'ils ont leur licence, puis s'ils ont des assurances. Ça aussi, c'est important. C'est en plein ça, je m'en allais dire. Genre, tu sais, dans ma trousse, là, j'ai une checklist qui est de standardiser. Tu sais, aussi bête soit-il, ben, en tant que flippeux, en tant que gestionnaire de votre compagnie de construction, ben, quand vient le temps d'évaluer les risques, ben c'est tout ça qu'il faut que ça soit déjà prédéterminé. Mais quand ça va vite, à un moment donné, on oublie. Tu sais, mais vous savez que des bâtisses qui sont avant 1985, qui ont un risque d'avoir de l'amiante, vous avez un deal 1960 à Montréal, ben tu sais, toutes les vieilles villes, ben OK, tel type de rue, c'est sûr que c'est pas grave, on va faire la démo comme ça, puis on sera pas pogné, ben j'ai vu des histoires d'horreur, des gens qui nous avaient appelés pour, mettons, décontaminer. Ils trouvaient ça trop cher, on va le faire on the side.
c'est sûr qu'une fois sur deux, ça l'a passé, mais plus que ça avance dans le temps, plus que tout est légiféré de plus en plus. Ah oui. Fait que ce qu'on faisait là, pendant le temps, comme Joe Pickup, là, aujourd'hui, là, c'est plus ça, là. Ça a encore son utilité, ça existe encore, là. On l'a tout fait, puis il va en avoir encore, mais c'est juste d'évaluer le risque. Si vous le savez, vous êtes à Montréal, ben c'est pas compliqué. Quand vous allez chercher votre permis, ben c'est une rue qui savent qu'il y a de l'amiante. Ben eux autres, ils envoient ça à la CNESST, puis c'est comme ça que vous avez la visite. Fait qu'ils ont découvert, ils se sont dit comment qu'on peut faire pour pogner les gens. Ben la CNESST s'est arrangée avec les villes, mais c'est pas toutes les villes, mais les vieilles villes qui savent qu'il y a quasiment toujours de l'amiante, ben c'est sûr qu'avec le temps, pas toujours, là, ça a été rénové, mais c'est à vous autres à s'assurer de tout ça. Donc, dans mon checklist, ben, tu sais, là, s'il y a de la démo puis de l'amiante, vous avez une autre obligation. Tu sais, vous dites, ben, j'ai pas d'emploi. Il y a d'autres obligations qui s'embarquent, là, parce que la loi de la CNESST, tu sais, le COVID, vous êtes rendu obligé, là, hein, la COVID, là, vous êtes obligé d'avoir le protocole sanitaire en tant que maître d'œuvre. Vous devenez le donneur d'ouvrage. Fait que c'est tout ça en arrière. Écoutez, genre, OK, je ne veux pas vous faire peur, là, parce qu'il n'y a rien d'épeurant. Par contre, c'est toutes des choses que vous devez savoir parce que nul ne peut ignorer la loi. Non, nul ne peut ignorer la loi. C'est pas un argument de ne pas connaître, ce n'est pas un argument. Devant un juge, ça ne marchera jamais. Je voudrais juste donner un petit truc, là, super simple, là. C'est pas de la science, là, mais c'est plutôt mon expérience qui m'a amené à cette réflexion-là. Quand j'achète une propriété, puis je sais qu'il y a des travaux à faire. Il y en a souvent à faire. Des fois, c'est des petits travaux, des fois, c'est des gros travaux, puis des fois, c'est des très gros travaux. Alors, quand c'est des tout petits travaux, puis que j'estime qu'il y en a pour 2000$, par exemple, de travaux à faire, ben moi, je calcule tout le temps que ça va pas coûter 2000, ça va coûter 5000. Puis quand je pense que ça va coûter 7000, ben moi, je calcule 10 000. Puis quand je pense que ça va coûter 12 000, ben là, je rajoute 25. Là, je me garde du buffer. Que si je me dis, si j'achète la propriété, puis que je veux faire des travaux dedans, qu'ils soient mineurs ou majeurs, ben comme ça, je me garde du buffer, puis je suis capable de rapidement d'évaluer un deal, puis de me dire s'il est profitable ou pas pour moi. Et en plus de tout ça, ben je me rajoute un autre 5000 par-dessus. Parce que même si je pense qu'il n'y a rien, ça se peut qu'il y ait quelque chose. Fait que des petits travaux, ben on va calculer 5000 plus 5000, 10 000. Des travaux moyens, ben ça va être plus 10 000 plus 5 000, donc 15 000. Puis des plus gros travaux, comme quand je fais une toiture et que je pense que ça va coûter 12 000, ben moi, je me prévois un budget de 25 000. Fait que si jamais la toiture, il y a d'autres choses qui se passent, ben je vais avoir du buffer, j'aurai pas de la mauvaise surprise à la fin. Là. Puis le bénéfice que je pensais faire à la fin, ben je vais le retrouver. Puis si jamais c'est bien plus catastrophique que je pensais, ben je vais juste peut-être faire moins, mais au moins je vais pas perdre. Alors soyez prudents quand vous faites de la prospection, ben avec des règles comme ça du pouce, là, je vous dis pas que c'est la vérité absolue, mais au moins ça va vous donner des guides pour être capable de passer rapidement à l'action, parce qu'il y a des flips là, quand tu as un bon deal, là, ça dure pas longtemps. Il y en a toujours un qui va passer en avant de toi si t'es pas prêt. Puis avec cette règle-là, je pense que tu es capable de répondre à presque 90% des cas avec ça. Oui, c'est en plein ça. Puis aussi, ce que, comme toi, ben ça, pas que toi, là, mais c'est une méthode que en immobilier, tout le monde parle de la règle du pouce. Donc, moi, comme en affaires, ce que je vous parle, c'est la clé du succès pour optimiser la rentabilité puis de se protéger. Donc, le checklist puis tout ça, la planification. Mais il y a un autre volet aussi. Est-ce qu'on a le temps? C'est combien de temps qu'on a-t-il le temps encore? Monsieur, on a encore 25 minutes. Ouais, on est on va se coller une pizza et on va être encore là. Hein? Il y a un autre volet que vous allez retrouver dans la trousse, c'est au niveau de la gestion des chantiers.
Hein, par où qu'on commence? C'est sûr que, bon, si on a juste des travaux de peinture, j'en reviens souvent parce que c'est facile, la peinture, là, bon. Mais c'est sûr que si, là, on démolit, on reconstruit les murs, il faut repasser l'électricité, puis tout ça, quand c'est un petit peu plus complexe, puis qu'il y a plus que 2, 3 sous-traitants, mais ça prend des trucs aussi, comment qu'on commence, combien qu'il y a de gens sur mon chantier, parce que là, il est supposé d'avoir des minutes de sécurité. Qui s'occupe de ça? Des fois, on se dit, on ne met pas de chargé de projet parce qu'on n'a pas le budget pour ça. Là, on ne commencera pas. Si on veut être rentable, on commence. Tu sais, si on veut être conforme à 100% sur tout, là, on se dit, coudonc, puis ça devient plus un dé. Fait qu'il faut devenir créatif. Il faut devenir préparé puis créatif. Où qu'on peut couper nos bonnes places en gérant bien, puis aussi en ayant des travaux faits selon les règles de l'art, hein, parce que il y a du monde qui peuvent faire le travaux, mais qui vérifie ces travaux-là? Vous autres, il y en a qui sont spécialistes, il y en a d'autres qui ne sont pas spécialistes. Tu sais, comme moi, je vais arriver, je suis dans la construction, mais je ne sais pas s'il faut qu'ils mettent ses studs au 5 pouces ou 10 pouces, je ne sais pas. C'est tout ça qu'il faut, que vous êtes responsable aussi. C'est sûr que le sous-traitant est responsable de travailler, il y a une licence et tout ça, mais c'est là que vous devez minimiser les risques parce qu'après, quand vous le vendez, dès que vous faites faire des travaux, même que vous vendez sans garantie légale, les malfaçons, c'est à vie. Un vice caché, malfaçon, c'est à vie. Fait que c'est tous des petits détails qui fait comme moi, là, présentement, j'ai un triplex. Puis, j'ai acheté sans garantie légale. Puis, vu que ça a été maquillé, je suis capable de revenir contre l'ancien propriétaire. Là, c'est sûr qu'il faut que je démontre. Puis, je suis là-dedans. J'ai été capable de faire ma dénonciation écrite, de lui demander, comme je vous ai dit tantôt, il y a tout le volet juridique que vous devez vous renseigner un avocat. Moi, je vous partage mon expérience. Puis mon savoir, donc, je lui ai dénoncé, j'ai demandé de venir voir. Elle a dit non, j'ai pas besoin, je t'ai vendu sans garantie légale, je l'ai déclaré dans la déclaration du vendeur, mais j'ai pris les devants, j'ai ouvert finalement pour me rendre compte que ça a été maquillé. Donc là encore, c'est tous des petits trucs que quand vous faites vos flips, c'est important de prendre pas juste des jobbers. Oui, il y a des affaires que vous pouvez faire par monsieur ou madame qui n'a pas de carte de CCQ, puis je viens de sauver 5000, personne ne s'en est rendu compte, mais toujours évaluer vos risques. Puis moi, c'est ça aussi dans la trousse. La trousse, je l'ai faite en collaboration avec un ingénieur qui est actif dans le domaine de l'immobilier, qui est chargé de projet aussi, puis que j'avais déjà embauché à l'époque. Puis lui va nous apporter ses trucs de chantier. C'est comment, là, s'assurer où il faut lever le flag, là, si je fais des travaux d'excavation, si je fais des travaux de drain français, si je fais des travaux de toit, c'est quoi les types? Comment on dit le tips en français, là? Des conseils. Hein. Les conseils lesquels qu'il faut regarder, là, s'assurer, tu sais, le gars de peinture, s'il a peinturé bleu au lieu de rouge, ben là, tu sais, c'est facile à voir. Mais tu sais, en arrière, c'est quoi qu'il faut aller voir quand un coup que les murs sont fermés? Avant de les fermer, qu'est-ce qu'il faut s'assurer? Tu sais, de mettre des conseils comme ça qui vont lever des flags. Ben, je vais en profiter aussi pour parler aussi un petit peu des vices cachés parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Là. Alors, plus tu vas faire de transactions immobilières, ben, plus il y a de chances que ça t'arrive. Parce qu'à un moment donné, ça finit par arriver. Là. J'en ai acheté des dizaines de propriétés, puis ça va arriver ces trucs-là. Mais c'est super important de suivre la procédure. Là. Si tu suis pas la procédure, là, ben, ton vice caché, là, que tu l'aies acheté avec ou sans garantie, ça se peut que tu perdes ta garantie. Là. Tu trouves un vice caché, puis tu fais tout de suite la réparation, puis tu préviens pas le vendeur, puis tu lui donnes pas la possibilité de faire la correction. Ben, je suis désolé, là, tu vas l'avoir où je pense, là, ta garantie légale. Il y en aura pas, finalement. Ton vice caché, tu vas le garder, là. Puis que c'est super important de bien suivre, prendre la bonne démarche, faire les bonnes choses parce que vous en aurez pas. Puis l'autre chose qui est importante, c'est il faut faire votre inspection en bâtiment. Là. Si vous la faites pas, votre inspection en bâtiment, là, ben, le juge, ça se peut qu'il trouve que vous avez été négligent. Et si tu as été négligent, ben, tu l'as encore où je pense, là, ta garantie, là. C'est des choses qui sont très, très, très importantes à suivre. La procédure,
être prudent, c'est-à-dire de faire votre inspection. Ça, c'est fondamental. On peut pas passer à côté de ça. Puis il y a beaucoup de gens qui négligent ça, là. Puis il y a l'autre facteur aussi, c'est quand vous achetez une propriété d'un professionnel, puis qu'il vous la vend sans garantie légale, ben ça marche pas, ça. Il y en a toujours une garantie légale à partir du moment que vous achetez d'un professionnel. Alors, un entrepreneur en construction qui vous vend une maison puis qui vous dit qu'il n'y a pas de garantie légale, plus signer, là, il y en a une pareille. Oui, c'est ça, parce que le Code civil embarque, là, qui est l'obligation de livrer un produit selon les règles de l'art et en conformité avec le Code national là, du bâtiment ou rénovation. Puis aussi, si je peux me permettre d'ajouter un fait cocasse, parce que tout le temps le fun d'entendre des histoires, hein? Genre qu'on le sait que des histoires, c'est ça qui nous met en contexte, puis souvent on se colle à ça. J'ai vu aussi des entrepreneurs. OK, mettons, moi, je suis propriétaire de mon triplex. Bon, mais là, je viens d'acheter ça, je veux l'optimiser. J'ai dit, OK, on change toutes les fenêtres, on optimise ça, sont dû. J'ai fait faire mon inspection, puis l'inspecteur a dit, bon, elles sont bonnes encore 1 an ou 2, puis bon, on arrive à temps, on change les fenêtres. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste de ça, tu sais, puis je néglige un peu, hein, je ne vais pas voir, puis là, ben tout est beau. On me dit, mais entre-temps, l'installateur de fenêtres a posé les fenêtres sur du pourri. Hein? Sur du pourri, puis il ferme les murs. Comment qu'on fait pour savoir ça? Hein? Puis là, ben là, toi, tu te dis, moi, non, coudonc, j'ai de la condensation. Non, c'est normal, c'est humide chez vous, parce que ça, c'est souvent les fenêtres, c'est ça qu'ils nous disent, c'est le taux d'humidité. J'ai dit, ouais, mais c'est parce que j'ai de la glace, là, sur le plexiglas. Finalement, après, il vient, il se rend compte qu'il manque un peu de scellant, tout ça. Puis, pour m'emmener, là, j'avais un problème d'infiltration d'eau, puis j'ai dit, coudonc, ça doit être les fenêtres. Finalement, c'était pas les fenêtres, là, c'était un autre problème. Mais tout ça pour dire que, quand même, quand j'ai fait venir l'entrepreneur en fenêtre, il m'a dit, écoute, Emmanuel, ta bâtisse est 1982. On a remis en fonction de ce qui était là. Je vois, mais le Code national du bâtiment, puis ça, c'est important que vous sachiez ça, là, c'est que tu te dois de harmoniser avec les nouvelles lois. Fait que même si ta bâtisse est en 1960, puis dans le temps, ils mettaient pas, mettons, de rejet d'eau, puis aujourd'hui, le nouveau Code de bâtiment dit qu'il en faut un, mais lui, il n'en a pas mis parce qu'il disait qu'il n'y en avait pas avant. Puis que, vu que ma bâtisse avait été bâtie en 1980, qu'il a répété, voyons, j'ai dit, c'est illogique, là, c'était illogique, mais c'est pour ça que ça devient important aussi, des fois, de faire affaire avec des gens qui ont des licences, parce que là, ça m'a permis de faire une plainte puis de dire, selon les règles de l'art, j'ai sorti le Code national du bâtiment, puis finalement, le gars, il était à défaut, le sous-traitant. Donc, vous voyez encore le contrat, comment il vient important, parce que si vous voulez après vous faire représenter, puis vous dites, ouais, mais il me dit ça, on a fait ci, on ne le sait plus. Moi, la fenêtre était fermée, là. Moi, je ne voyais pas le problème, là. Puis il y a eu une infiltration d'eau, mais c'était pas la fenêtre qui faisait rentrer l'infiltration d'eau. Mais quand j'ai fait venir un inspecteur pour dire, tu peux-tu venir qualifier d'où vient mon infiltration d'eau? Il me dit, elle vient pas de ta fenêtre ni de ta porte patio, elle vient de ta galerie, mais il a détecté qu'il y avait un problème, qu'il n'y avait pas eu de renvoi d'eau, puis je me souviens pas, là, c'est quoi qui est en haut, là, comment ils appellent ça. Mais là, on a fait venir le fournisseur, l'installateur de fenêtres pour me faire dire ça. Fait que là, je le poursuis pour un éventuel problème, parce que j'ai pas encore de problème à ça, mais peut-être dans 5 ans, ça va en créer un, pour qu'il fasse tout qu'est-ce qu'il est supposé de faire selon le Code national de bâtiment. Donc ça donne des petites, ça vous donne des cues comme la planification est super importante, le contrat devient important, les quittances, tout ça, parce que c'est des documents que vous avez besoin pour monter après un dossier quand vous allez voir votre avocat. Fait que, moi, si j'achète la trousse, là, mettons, je l'achète, là, parce qu'il faut l'acheter, là. Je comprends que ça va me protéger, là, puis ça va m'éviter plein de dépenses après, là. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Là, c'est de tout ce que je vous ai dit.
moi, c'est de vous partager des trucs, des notions de gestion administrative, de chantier, gestion de chantier, des trucs. Il y a aussi checklist dedans, un modèle de contrat, c'est pour ça, là, il y a un bonus là-dedans. Donc, c'est sûr que c'est la base, hein. Avec le temps, elle va être peaufinée, mais c'est la base pour que vous soyez couvert dès le départ. C'est sûr que je pourrais vous en mettre, là, j'ai 27 ans d'expérience, fait que je pourrais en mettre, mais le but, c'est d'outiller les gens pour qu'il y ait un minimum, puis qu'ils puissent dire, OK, regarde, je peux pas passer à côté de ça, il m'a faut, puis en plus, c'est à un prix ridicule, là, pour de vrai, là, parce que juste un avocat, ça marche à 500 $ de l'heure, puis vous avez juste posé une question, vous n'êtes pas assis dans son bureau, là, puis il n'y a pas tous les trucs, là, puis le savoir là, qui est dedans. Là. Dans la trousse, ben, on a tout ce qu'il faut pour bien planifier, de bien préparer son projet, d'éviter les conflits en fait à quelque part. Là. Ça va servir à ça, puis d'avoir un projet qui va se faire en temps, en heure, puis on l'espère aussi. Et je vous le souhaite fortement qu'il se passe dans les budgets que vous avez pour faire votre projet. Parce qu'il n'y a rien de pire là, qu'un projet qui est commencé. Hein. Donner des exemples, puis ça, j'en ai vu plein. Là. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient des travaux de cuisine puis de salle de bain. Puis à un moment donné, le projet, il s'arrête dans le milieu. Tu sais, on a défait plein d'affaires, on a trouvé plein de problèmes. Puis là, il n'y a plus de cuisine. Vous avez beau retourner à la banque, là, même s'il n'y a pas d'hypothèque légale, vous avez beau retourner à la banque, là, tant que tu n'as pas de cuisine, tant que tu n'as pas de salle de bain. En fait, tant que tu n'as pas une maison qui est habitable, là, parce que c'est pas habitable une maison sans cuisine, sans salle de bain, dans les normes de vie qu'on a ici au Canada, ben la banque, elle va pas refinancer. Là. Si tu n'avais pas prévu ça au début, là tu peux te ramasser dans les gros pétrins. Là. Parce que là, tout va s'enchaîner après, là, les hypothèques légales, puis là, tu as une maison pas finie, tu n'as pas d'argent pour le faire. Là, tu commences à prendre de l'argent des fois sur une marge de crédit, tu t'endettes plus, tes ratios ne marchent plus. Ça peut devenir une vraie catastrophe. Et ça, je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup de ça. Là. Des projets là, qui commencent, là, puis qui se finissent pas, puis on arrive à 75 ou 80% de réalisation, puis ben ça finit mal. Des fois, les gens ils perdent tout. Là. Fait que c'est important encore, on va le répéter, puis on le répétera pas assez. Là. C'est important de se planifier, c'est important d'avoir les bons contrats, c'est important de bien évaluer votre projet, puis de vous assurer que vous allez prendre le minimum de risques que plus vous allez avoir préparé votre projet, là, ben plus vous allez être en contrôle de votre projet. C'est comme dans tout dans la vie, là. Hein, Emmanuel? Oui, c'est en plein ça. Puis là, c'est sûr que peut-être pour certains, ce que je parle, c'est nouveau ou vous en avez déjà entendu parler, mais vous allez apprendre à le maîtriser. Tu sais, aujourd'hui, je vous en parle parce que j'en ai fait des dénonciations, j'en ai eu des hypothèques légales, pas nécessairement moi, mais quand j'ai travaillé, j'en ai vu, là, j'ai tout vu ça. Ben, vous allez apprendre à naviguer avec ça. À un moment donné, tout ce qu'il y a dans la trousse, dans 2, 3, 5 ans, tout dépendamment quel type de personnalité vous avez, vous allez peut-être la reconnaître par cœur dans 3 semaines, dans 1 mois, mais c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Ça devient la base. C'est la base de gérer vos flips. Ça prend un contrat, ça prend les quittances, ça prend les lettres de conformité, ça prend vérifier les dénonciations, s'assurer que les règles de l'art, planifier comment que l'exécution va se faire. Puis écoutez, vous allez être en maîtrise, puis quand il y a un événement qui va arriver, tout de suite, c'est pas l'événement qui va vous gérer, c'est vous qui allez gérer. C'est ça qui devient intéressant, c'est quand c'est pas l'événement qui vous gère. Tu sais, quand il y a une hypothèque, là, tu te mets à paniquer parce que là, tu dis, c'est qu'est-ce qui se passe? Je m'en allais demain à la banque, ou la semaine prochaine, ben, tu sais, c'est là que les gens, ils viennent dépasser par les événements, puis que ça leur dit, moi, là, ça m'écoeure. Ça me tente pas. Il y a beaucoup de gens qui vont pas dans l'immobilier, des flips, parce qu'on n'est pas obligé d'en faire. Il y en a qui font ça de side. On sait qu'il y en a qui en font une carrière ou qui en font une business. Mais si on prend le commun des mortels, là, comme moi, là, tu sais, bon, genre, comme, mon ami, tout ça, on a 1, 2, 3. Ben, tu sais, ça me permet, là, d'être focusé puis pas avoir de peur. J'ai pas peur parce que je le sais. Demain matin, tu me dirais, Emmanuel, t'embarques-tu avec moi un projet de 10 millions? J'embarquerai parce que j'ai pas peur. Je sais que ça prend un contrat. Je sais que ça prend une quittance, que ça soit une quittance de 10 piastres, de 100 000 ou de 200 000 sans même quittance.
Quand tu vas devant le juge, ça te prend une quittance. Ça prend tout le temps les mêmes infos. Un contrat, c'est la même affaire. C'est juste le chiffre qui est plus gros. Fait que je gère une business de 10 piastres ou de 100 millions, je vous le dis, c'est la même affaire. Puis ça fait toute la différence entre soit planifié ou soit en réaction. À partir du moment que tu es en réaction, là, tu ne contrôles plus rien. Hein. Puis là, c'est là que le stress augmente, puis c'est là que tout part en vrille. Être bien planifié. Je ne sais pas si on en a parlé de la planification là, pendant l'entrevue. Là. On en a-tu parlé? Oh, on en a parlé. On en a parlé amplement. Je pense que si personne n'a compris, c'est que vous venez d'arriver. Ça se peut pas. Que la planification, c'est la base de tout. Là. On se prépare, puis plus on est préparé, plus on est en contrôle, puis moins on a de stress, puis moins on a de risque de dépassement de coûts, puis que ça parte tout en vrille. Alors, la trousse, là, vous allez la recevoir, les liens pour acheter la trousse pour ceux qui sont intéressés. Alors que vous soyez investisseur immobilier, que vous fassiez des flips, des rénovations, ou gestionnaire immobilier, ou même, peut-être même, je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs en construction qui en ont besoin. Donc, on va vous envoyer les liens d'ici demain. On va vous envoyer les liens pour acheter la trousse. Et je pense que de faire des projets comme ça, c'est un investissement qui est vraiment très, très important. C'est pas une dépense. C'est un investissement. Avoir des bonnes connaissances, avoir une bonne structure, savoir vraiment comment faire les choses, là, ça vaut de l'or. Je te félicite d'avoir monté ça parce que ça n'existait pas avant. C'est tout à ton honneur. Jacques, justement, vous allez découvrir tout ce qu'on vous a jamais dit. Tout ce qui existe, par exemple, en immobilier présentement, on va parler beaucoup de valeurs économiques, on va parler des reprises de finances, comment trouver les deals, tout ça, mais comment gérer tout ça, là, il n'y en a pas de ça. Fait que présentement, la trousse de base qui est vendue, qui vous est offerte, en plus, vous êtes les premiers à qui je la présente parce que, genre, tu m'as invité, on était en train de le travailler, puis quand tu m'as approché pour dire, Manuel, ça te tente-tu de venir? Écoute, c'est sûr, elle n'est pas encore prête. C'est pour ça, elle est en pré-vente. Donc, présentement, vu que je voulais en parler puis qu'il voulait me recevoir là avant qu'elle soit prête, elle va être en pré-vente. Puis, elle est livrable le 1er avril. Donc, puis aussi, je vous invite à me suivre sur Ensemble pour la construction. C'est une plateforme que, comme Jacques a dit, que j'ai créée durant la pandémie pour soutenir et accompagner les entreprises et les employés du domaine de la construction. Donc, tout ce qui est administratif, finance, légale, je le mets là-dessus, tu sais, comme les subventions qu'il y a eu, parce que vous avez probablement le droit aux subventions, mais si vous êtes dans l'immobilier, vous êtes une entreprise, il y a des subventions pour le loyer, tu sais, c'est tout gratuit, là, je donne ça. Moi-même, je le fais pour ma propre business parce que je suis une entrepreneur en construction. Donc, tout ce que je sais, je le partage, puis je mets les liens. Fait que c'est super le fun. Il y a une communauté qui est créée. On a commencé aussi les 5 à 7 de la construction, si je peux me permettre d'en parler. Genre, c'est super le fun parce que les gens, présentement, on est confinés, on peut pas rien faire. Donc, c'est un peu festif. Comme on en a fait un le 26 novembre, ça a été vraiment un succès. Puis là, il y en a un autre qui s'en vient le 11 février. Fait que je vous invite à vous inscrire. Puis ça vous permet aussi d'agrandir votre réseau parce qu'on essaie de se réinventer. Parce que dans l'événementiel, avec les gens que je parle, ils me disent que c'est pas encore avant 1 an qu'ils s'attendent à ce que ça soit en présentiel. Donc, suivez-moi parce que, je vous le dis, vous allez avoir du contenu, c'est super le fun. Il y a des offres d'emploi, tu sais, aussi ceux qui, des fois, vous recherchez des gens, vous mettez ça là-dessus. Moi, je partage un gros réseau. Fait que vous savez jamais sur qui ça va tomber. Puis je pense que le nom le dit, Ensemble pour la construction. Emmanuel, moi, je te connais depuis très longtemps. Là. Ça fait au moins très longtemps. Ça fait au moins une couple d'années. On a eu la chance de faire des retraites ensemble chez Avigo. On a voyagé aussi ensemble.
Puis je sais que tu es une femme de cœur, puis je te félicite pour ce que tu as fait parce que c'était quelque chose que la communauté avait besoin, la communauté en construction, puis les investisseurs. Puis allez-y là-dessus, là, tu as même interrogé des ministres, puis tout. Là, je t'ai suivi pendant la COVID. J'étais vraiment très impressionné par tout le parcours que tu as fait. Puis vraiment, là, je te félicite. Puis c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, parce que je suis persuadé que les gens ont vraiment besoin de ce que tu as fait parce que c'était un vide dans le marché. Hein. Écoute, moi, c'est moi qui te remercie beaucoup, Jacques. Puis, tu sais, sortez de votre zone de confort. Si je peux me permettre de vous donner, je sais que des fois, dire, moi, la paperasse, j'aime pas ça. Sortez de votre zone de confort. C'est ça qui va pousser vos limites puis qui va vous amener vers l'excellence. Hein? Moi, j'ai ma vision en arrière, ensemble vers l'excellence. J'ai sorti de ma zone de confort parce que moi, parler devant un écran, j'ai eu beaucoup de difficultés d'inviter des, comme que tu as dit, Jacques, le ministre Jean Boulet, j'étais confrontée à vouloir être performante, à pas avoir l'équipement en arrière de tout ça. Puis aujourd'hui, ben, je remercie la vie d'être rendue où que je suis. Je remercie de m'avoir donné ce courage-là de dépasser ma peur parce que justement, je savais qu'il y avait un besoin. Puis je me suis dit, Emmanuel, tu dois aller transmettre ce que tu sais puis ce que tu connais parce qu'il y en a pas. Il y en a pas. C'est pas qu'il y en a pas des gens comme moi, il y en a plein, mais d'aller de l'avant puis de vouloir en faire une mission de vie, là, dans le fond, c'est d'aller partager ce savoir-là. Il y en a pas qui veulent faire ce que je fais présentement. Donc, ben effectivement, c'est tout à ton honneur d'avoir fait ça. Puis je te félicite. T'es vraiment, des fois, tu sais, mon coach Raymond qui nous écoute, puis on était ensemble hier d'ailleurs à l'Académie de la conférence avec lui hier. Ben, il nous dit tout le temps d'agrandir notre zone de confort. Là, puis je pense que toi, tu l'as pas agrandi, t'es comme juste sauté à côté. Fait que la COVID, ça a juste permis de déclencher quelque chose de nouveau. Fait que ça a des bons côtés puis des mauvais côtés, la COVID. Alors, ben, pour ceux qui sont des prospecteurs, ben, je pense que 2021, ça va être une année extraordinaire. Là. Il y a plus de 755 000 Canadiens qui ont différé leur paiement hypothécaire, on sent qu'il va y avoir plein de problèmes. La crise, là, si vous pensez qu'elle a été violente et sévère, elle a été certainement subie, mais avec toute l'aide qu'on a eue, on a réussi pas mal de personnes à s'en sortir, mais il y a des gens, je pense, qui vont vraiment trouver ça très difficile dans les prochains mois. Je pense que 2021, ça va être une grande année pour ceux qui veulent être prospecteurs. Je vous encourage fortement à vous former, à prendre toutes les connaissances le plus rapidement possible pour être tout de suite à l'action l'année prochaine. Et si jamais vous voulez faire des flips avec Renault, c'est incontournable. Il faut acheter la trousse d'Emmanuel, ça c'est clair. Et ce qu'on va faire, c'est que d'ici demain, toutes les personnes qui sont ici, là, je vais vous envoyer un lien pour vous inscrire. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez acheter le produit. Connaissant Emmanuel, ça peut pas faire autre chose que d'être très bon. Et puis, j'ai un autre petit cadeau. Là, je ne l'avais pas dit, mais je vais vous offrir un petit cadeau aujourd'hui. Chez Carrefour Immobilier, on a un groupe de mastermind parce que j'estime que une des clés fondamentales pour réussir en immobilier, au-delà d'avoir des connaissances, c'est aussi d'avoir un réseau. Et comme dirait Napoléon Hill, une des clés des entrepreneurs à succès, c'est de s'entourer d'autres personnes à succès. C'est aussi d'échanger avec d'autres personnes à succès, des personnes auxquelles vous voudriez atteindre le même niveau. Alors, samedi matin, de 9h à midi, Carrefour Immobilier avec Raymond. C'est Raymond qui va animer, qui est coach chez nous, qui va animer le mastermind. Tous ceux qui vont m'envoyer un courriel, je vais vous le donner tout de suite. C'est Jacques à commercial Carrefour-immobilier. Ben parmi vous, je vais faire tirer une entrée pour que vous puissiez participer au mastermind. Alors, on a plein de gens de qualité, on a plein de gens qui depuis l'année passée suivent ces masterminds-là qui sont passés En fait, il y a comme un bond là. Vraiment, le déclic s'est fait là. T'sais, souvent, les gens ils ont peur, des choses comme ça. Là. Donc, ça va vous permettre de vous donner confiance, puis d'avoir des exemples d'autres personnes aussi, puis de vous amener comme une trampoline, de vous faire sauter plus haut.
Alors, pour tous ceux qui m'écriront aujourd'hui, là, Jacques à commercial carrefour-immobilier.ca, je vais faire tirer une place pour participer au Mastermind en fin de semaine. Je te remercie beaucoup, Emmanuel. Ça a été vraiment un plaisir. Je suis très content de t'avoir accueilli. Puis si jamais tu veux revenir, ça va nous faire extrêmement plaisir de te recevoir de nouveau. Et je te félicite, malgré le petit stress, c'est passé. On a eu un petit peu de misère à se connecter au début, mais on y est arrivé juste pile alors. Alors, je te remercie. Merci encore à toi, Jacques. Merci à tout le monde. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations. Puis surtout, j'espère que vous allez prendre le temps de penser à savoir en quoi cette trousse-là pourrait m'aider ou en quoi cette trousse-là pourrait aider mon entreprise. Donc, si jamais aussi vous avez des questions, je vous invite, peut-être que demain dans le courriel, Jacques pourrait mettre mon adresse courriel. Je vous invite à m'écrire, ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions si vous en avez par rapport à la trousse. Je te remercie beaucoup, ça a été vraiment un plaisir, puis j'ai bien hâte de te revoir, Emmanuel. Oui, ben moi aussi. Bye tout le monde. Salut, bisous, bye. Bye.